Bien, bonjour, on va reprendre donc cette session et avec comme sujet l'IA, hein, et un témoignage de Examind. Je vous dirai deux mots sur qui est Examind. Donc le sujet, l'IA, bon, évidemment c'est un sujet dont on parle beaucoup, dont on entend beaucoup parler. Et je voulais revenir là sur la remarque là, précédente sur la consommation de l'IA, quelles sont les projections. Bon, évidemment, les projections, par nature, il faudra une IA pour savoir comment on projette, hein. Donc, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, on ne sait pas très bien ce qui va être utilisé, comment, combien, etc. Mais on sait que l'IA, fondamentalement, ça consomme beaucoup d'énergie, que fondamentalement, il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés, hein. Cette année, il y a eu 400 milliards de dollars qui ont été investis dans les data centers. Donc, on sait que ça va se traduire par de la consommation. Et on sait, bon, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va transformer l'économie, hein. Donc là, il y a tous les jours, on a des articles un peu différents. On sait que ça va avoir un impact et fort. Et donc aujourd'hui, le fil, et si je prends 13, tac, voilà, hop, il y a c'est pour qui. Donc, quel IA pour qui. Donc, voilà, on a plein d'interventions de différents gourous qui nous prédisent monts et merveilles d'un point de vue, hein, ou au contraire l'apocalypse d'un autre, sur l'IA. En tout cas, ça va transformer le monde, hein. Et donc, on en a une ici. L'IA pour avoir une incidence sur les emplois à 60% des emplois d'ici à quelques années. Alors, il y a des choses plus négatives, hein. Ça se traduit aussi par des layoffs, hein, par des licenciements. Alors, parfois même, on a l'impression que les licenciements qui sont annoncés sont là pour montrer que les entreprises sont vertueuses, en tout cas ont pris le virage de l'IA, hein, typiquement Accenture, là, qui fait une grande communication. J'ai l'impression que c'est plus une démonstration de sa capacité à prendre le virage de l'IA que vraiment à déplorer le fait qu'il y a 11 000 personnes qui vont être licenciées. Donc, en tout cas, on a cette promesse de transformation. Et là, le fil conducteur de la présentation là, que je vais suivre, il est tiré d'un rapport qui va un peu à rebours de ce constat, ou en tout cas de cette anticipation, et qui dit que, bon, bah oui, il y a eu pas mal d'investissements, hein, 30-40 milliards d'investissements par les entreprises dans l'IA, hein, et en particulier dans la Gen AI. Mais le constat, c'est que finalement, il n'y a que 5% des projets qui ont du sens. Et 95, donc il n'y a pas de return on investment. Donc c'est cette... je trouvais que c'était intéressant d'avoir de zoomer un petit peu sur ce point-là. Et je dirais que nous, notre sujet, on va pas travailler, donc ça c'est le rapport de l'IA. Et je dirais que nous, notre sujet Examind, donc on n'est pas des spécialistes de l'éco-conception de manière générale, et pas de l'éco-conception de l'IA en particulier. Mais notre raison d'être, c'est d'être raisonnable. C'est-à-dire, c'est de chercher, à faire des choses qui ont du sens. Bon, on est des amoureux de la technologie, hein. Moi, j'ai fait de l'IA depuis le début. J'ai passé l'hiver de l'IA. Voilà, c'est le printemps, même si c'est l'automne, mais c'est le printemps de l'IA. Mais donc, amoureux de la technologie, mais la technologie qui est au service de quelque chose. Et donc, une des premières sources d'économie, finalement, c'est de faire des sujets qui ont du sens, hein. Et c'est vrai que ce rapport met en évidence que beaucoup de projets d'IA n'ont pas de sens. Enfin, non seulement ils consomment beaucoup, ça on sait, mais ils n'ont pas de sens. Et donc, je dirais que le premier levier pour faire de l'économie sur de l'IA, c'est de dire, est-ce que mon projet, est-ce que c'est intéressant de le faire? Est-ce que l'IA est le bon outil pour faire? Enfin, on peut faire 2 fois 3 avec de l'IA, mais c'est plus simple de le faire avec une calculette, c'est beaucoup plus efficace, et ça coûte moins cher, et ça a moins d'impact sur l'environnement. Donc, premier point, hein, c'est de focalisation pour examen, c'est celui-là. Et deuxième point,
c'est de jouer sur la partie technologique, hein, et de trouver les solutions adaptées par rapport à une problématique. Donc c'est fort de cette expérience et de ce positionnement qu'on va partager un peu nos retours d'expérience, et en suivant je dirais le guideline tiré du rapport du MIT que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, nous, on a travaillé, hein, on a une petite société, hein, on est une quinzaine, hein, on travaille beaucoup pour la BNP, on a travaillé pour d'autres sociétés. Et le cœur, en fait, le cœur du rapport, là, il tient dans ce schéma-là, hein, et je reviendrai dessus tout à l'heure, et qui distingue, en fait, deux familles de projets d'IA, parce qu'en fait, l'IA, on en fait, même si on décide de ne pas en faire, on en fait quand même. Enfin, en tout cas, les entreprises qui n'en font pas en font quand même, parce que leurs employés en font. Hein, leurs employés utilisent ChatGPT, utilisent Anthropic pour faire du code, etc. Donc, ce qui fait qu'on a deux familles, je dirais, d'IA dans l'entreprise. On a la famille qui est utilisation des outils general purpose, hein, ChatGPT, etc. Et puis, les outils qui sont mis en place dans des programmes d'IA pilotés par la DSI, souvent, voire même par des structures ad hoc. Et puis, c'est celles-là, hein, qui ont des taux incroyablement faibles de succès. Hein. Déjà, bon, on n'en a que 60% qui vont investiguer, 20% qui sont transformés en des pilotes, et puis 5% qui successfully sont deployed. Donc, c'est quand même pas un beau score. Donc, il y a cette surprise, je dirais, horizontale, hein, comment je passe de l'investigation à la réalisation jusqu'à la production, qui pose question. Puis après, il y a la deuxième flèche, la verticale, qui est la comparaison entre les outils general purpose, hein, les employés qui s'approprient les outils grand public de l'IA pour des fins professionnelles, et qui résistent comparablement plutôt très bien. Donc, on explorera ces deux questions. Mais en amont, ce que je vous propose, alors il y en a peut-être certains, là, je vais vous faire une présentation un peu tarte à la crème, mais je vais vous faire un petit résumé, un best-of de la compile pour les nuls sur l'IA, comment ça marche et ce que c'est. Donc, si vous êtes familier, vous pouvez attendre 5 minutes, le temps que je fasse cette présentation. Et j'aime bien, quand je parle de l'IA, remonter je dirais, aux fondamentaux, et de comprendre comment ça marche, et c'est quoi finalement le cœur de l'IA, au sens l'IA réseau de neurones, donc qui est derrière notamment les LLM. Bah, si on veut le prendre dans sa plus simple expression, on peut dire que l'IA, enfin en tout cas une famille de l'IA, c'est son objectif, c'est à partir d'un jeu de données, de savoir déterminer une valeur. Hein, pour faire un exemple, sur les images, j'ai plein d'images, et ce qu'on va demander à l'IA, c'est de distinguer les images où il y a des chèvres et les images où il y a des chats. Donc, paf, on a un certain nombre d'inputs, donc les images, et puis output, chèvre ou chat. Mais qu'on peut représenter ici, là, autre façon de le présenter, c'est j'ai des valeurs en X, et je dois déterminer, enfin je dois chercher par une mécanique, en fait, qu'est-ce que le Y, à quel Y correspond quelle est enfin, si on cherche une fonction, hein, si on cherche à déterminer le flux rose, là, sur le schéma, bah, comment je peux approximer le rose. Bon, et alors, je n'appuie pas sur le bon bouton, ça ne va pas marcher. Et donc, la première façon de faire, hein, c'est une régression linéaire. Pouf, je mets une droite au milieu, et puis je calcule pour que, en moyenne, je sois le moins loin de mes points avec ma droite rose, et puis violette. Et ce dont je m'aperçois, c'est que si ma droite violette, là, une droite violette, c'est Y égale à X plus B, hein, donc j'ai besoin de 2 paramètres pour faire une droite. Si je mets plusieurs segments, donc j'augmente le nombre de paramètres dans ma modélisation, je vais être plus près dans ma fonction d'estimation de f de x, je vais être moins loin. Et petit à petit, je vais pouvoir ajouter des points à l'infini.
Alors, une façon de faire, évidemment, vous connaissez tous par cœur la formule de la covariance pour déterminer les poids de la régression linéaire. Donc ça, c'est une façon de faire. Hein. Donc, bon, faut peut-être revenir un peu dans le passé. Mais une autre façon de faire, c'est de se dire, bon, bah, je vais prendre mes points que j'ai au départ, je regarde ce que me donne mon estimation de calcul, ma fonction approximative, et puis je vais la comparer avec des valeurs. Et puis, par approximation successive, je vais tenter des trucs, je vais bouger, je vais trop vite, je vais bouger et je vais affiner finalement mes segments pour couper au mieux, le paysage et avoir la meilleure estimation possible. Et donc ça, c'est ça, quand on dit qu'on fait de l'apprentissage, c'est ça en fait. L'apprentissage, c'est que je vais changer mes poids, je vais changer la pondération de mon modèle pour que les outputs de mon modèle sur des couples de valeurs connues X et Y, pour que la distance soit la plus faible. Et donc à la fin, je dis, OK, là c'est bon, je suis bon sur cette distance, et on va dire que j'ai un bon modèle. Et l'IA et l'approche connexionniste, donc les réseaux de neurones, ce n'est rien de plus que ça. Hein, bon, c'est un peu plus compliqué que des droites, mais dans le principe, l'apprentissage, c'est vraiment ça. Et on peut dire que l'algorithme d'apprentissage, c'est le même. Hein, je vais déplacer les paramètres d'un chouïa, tac, tac, et je vais voir yn moins y chapeau, combien ça fait. Et donc là, j'ai représenté non plus au milieu, là, c'est non plus un système de droite, c'est un réseau de neurones. Et un réseau de neurones, si on zoome sur le réseau de neurones, donc c'est pas f égale à x plus b, mais c'est à peine plus compliqué qu'une droite. Hein. Je vais avoir des entrées, mes x, ils sont pondérés, chacun est pondéré, je les multiplie, et puis je fais une fonction dessus, une fonction exponentielle ou une fonction pas compliquée, hein. C'est des choses très simples qui vont être réalisées, qui vont être composées comme ça. Mais dans le principe, on est dans le même monde finalement que les droites. Alors, et puis je fais du ML, hein, du machine learning. Et puis le deep learning, c'est quoi le deep learning? C'est la même chose que le ML, sauf qu'au lieu d'avoir 10 réseaux ou 20 neurones qui se battent en duel, j'en ai 1 million, j'en ai 10 millions, j'en ai 100 millions, j'en ai 1 milliard, j'en ai 1000 milliards. Mais la mécanique, hein, c'est la même, c'est la même. Et donc après, je vais avoir plein d'architectures de réseaux de neurones différents. Je vais avoir des réseaux convolutionnels, hein, c'est ce qui a valu dont Yann Lequin, qui est notre star nationale dans l'IA, était l'un des inventeurs, et en tout cas qui a donné ses lettres de noblesse, hein, au réseau de neurones, donc particulièrement utilisé sur les images. La partie Recurrent Neural Network, qui a pas mal été utilisée pour toutes les choses pour des phénomènes récurrents et des phénomènes liés à des time series. Et puis, il y a eu pas mal d'évolutions, hein, de modèles d'architecture, et jusqu'à ce qu'on arrive aux LLM, qui finalement sont une évolution, hein, dans le darwinisme des architectures de réseaux de neurones. C'est un avatar, enfin, en tout cas, c'est une nouvelle espèce qui est apparue en 2017 grâce à Google. Et donc, alors oui, hop, je vais trop vite. Et donc, alors vous me direz, comment le LLM, quel est le rapport avec X, machin, j'ai des mots. En fait, parce qu'effectivement, les réseaux de neurones, ça ne connaît que des chiffres. Donc, en fait, la première chose que font les LLM, hein, c'est on va tokeniser. Hein, quand vous payez votre ChatGPT, vous comptez le nombre de tokens. Un token, c'est quoi? C'est quasiment des mots. Hein, c'est qu'on a défini un vocabulaire de 20 000, 40 000, 50 000. Enfin, ça, c'est un choix de modélisation. Mais on va affecter à des parties de mots, on va affecter on va les projeter dans un vocabulaire, donc d'un certain nombre de tokens. Et ces tokens vont avoir une ID, une identité, et auquel on va faire correspondre un vecteur. Et donc c'est ce vecteur, donc un vecteur avec des chiffres, hein, et c'est ce vecteur qui va passer dans le réseau de neurones, qui va être multiplié, blablabla, blablabla, et à la fin qui va dire, tiens, au bout de mon réseau de neurones, f de x, c'est y, y c'est le token, et c'est le token que le LLM aura deviné. Donc on voit que depuis toute cette introduction un petit peu longue, hein, pour vous dire, finalement le LLM,
c'est une évolution un peu compliquée, mais des régressions linéaires que vous faisiez quand vous aviez 4 ans. Bon, voilà, ça c'est un peu le schéma, mais je passe dessus. Mais la différence quand même avec nos petites formules, hein, elle est là, hein, et puis c'est ça qui fait qu'on a 400 milliards de dollars en data center, c'est ça qui fait que on irait à IT, hein, parce que l'histoire n'est pas écrite, mais on irait vers un triplement de la consommation de nos data centers entre 2025 et 2030, et triplement qui est essentiellement porté par l'IA. Bon, il y a aussi un peu de crypto-monnaie qui joue son rôle, mais sinon, je dirais qu'il y a une évolution normale, ou en tout cas de quelques pourcents de la consommation des data centers classiques. Mais la nouveauté, hein, c'est l'IA qui prendrait à peu près la moitié de la consommation de ces data centers, donc qui triple en quelques années. Donc fatalement, bah oui, il y a un impact sur l'énergie. Et donc là, dites-vous bien que quand vous faites 2 x 3, quand vous demandez à ChatGPT, tiens, calcule-moi 2 x 3. ChatGPT, ce qu'il va faire, bon là j'ai les chiffres hein, sur la Mac 4, hein, c'est plus facile de les avoir sur des modèles open source, où on a les données exactes et je dirais publiques. C'est le nombre de paramètres, donc là je peux vous répondre sur la Mac 4, bon, mais on va dire que c'est les mêmes ordres de grandeur chez ChatGPT, ou voir ce serait même pire. Et là on a 2 terrains paramètres. Hein. Tout à l'heure, là, quand je vous parlais des courbes et des droites, hein, y égale x plus b, j'ai besoin de a et de b, ces 2 paramètres. Sur des modèles à 2 Tera, hein, 2 Tera, c'est 2000 milliards. Hein, c'est 2000 milliards de a et de b qui constituent mon réseau de neurones. Et donc, quand vous faites 3 x 2, 3 x 2, c'est mis sous la forme de token. Et puis, le truc, on prend ça et on le met en entrée du réseau de neurones et on fait 288 milliards d'opérations pour arriver à dire 2 x 3, c'est 6. Donc là, on se rend bien compte que une des premières sources d'économie dans l'IA, c'est de dire il faut lui donner des tâches qui ont du sens. Parce qu'il y a des tâches qui n'ont pas de sens. Bon, sans compter le fait qu'il n'est pas impossible, vu que tout ça c'est statistique, il n'est pas impossible que ChatGPT vous réponde 2 x 3, ça fait 6,5. Hein, c'est pas impossible. Donc il vaut mieux le router vers du déterministe, du plus efficace et du moins cher. Et après, donc, il y a et là, ce que vous voyez aussi, là, c'est que les GPU ont été utilisés pour faire l'apprentissage. Plus vous avez de paramètres, plus les paramètres, c'est des paramètres, c'est des choses, c'est des éléments qui vont servir à faire des calculs. Donc, plus il y a de paramètres, plus il y a de calculs. Mais ça veut dire aussi que plus il faut de données en amont pour faire le fitting, pour faire l'apprentissage de ces paramètres. Et donc là, training token, bon, 30, 35 trillions, mais on ne sait même plus de quoi on parle. Mais là, avant de venir, j'ai regardé la Bible. La Bible, alors bon, vous demandez laquelle, en quelle langue, etc. Mais la Bible catholique en français, elle fait 750 000 mots. Donc 750 000 mots, c'est à peu près 1 million. Là, 35 trillions de tokens. Bon, les trillions, c'est quoi? C'est milliers de milliards. Donc on est à des milliers de milliards de tokens à comparer à 1 million de tokens pour la Bible. Voilà un peu les ordres de grandeur. Et donc c'est ça qui va être utilisé hein, dans l'apprentissage, là, où je fais mon delta entre Y chapeau et Y pour fixer mes paramètres. Je vais utiliser 30 à 35 millions de mots pour faire cet apprentissage. Donc voilà, donc l'IA, on ne sait pas à quel point ça va être utilisé, mais on sait que ça consomme en amont hein, pour réaliser les modèles, et on sait que ça consomme en aval, à l'inférence, au moment où on utilise les modèles. Alors, donc ça, c'était le zoom sur la partie, je dirais, fondamentale de la GenAI. Ce sont les modèles, c'est les modèles de langage, comment ils produisent, à partir de l'histoire, enfin, s'appuyant sur un dataset, comment ils produisent de nouvelles données, comment ils produisent les mots. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a un modèle en couche qui se dégage, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail
sur les modèles à proprement parler, hein, et c'est une activité qui est infinie et dans laquelle on a des géants, et puis là, il faut des data centers, il faut des trucs incroyables, et c'est beaucoup à faire de milliards, et bon, aussi de cerveau, hein, mais il faut aussi des milliards pour faire tourner tout ça. Et puis après, il y a un modèle en couche, parce que finalement, ces modèles, il y a une abstraction qui s'est créée, et on va trouver des paradigmes qui vont consommer ces modèles, et qui vont les utiliser, je dirais, de manière, avec un certain nombre de règles ou de modélisation. Et typiquement, un qui est utilisé, je pense, aujourd'hui dans quasiment 95% ou 100% des cas, c'est le RAG. Alors, le RAG, c'est quoi? Donc là, le schéma est un peu compliqué. C'est dommage qu'il soit aussi compliqué parce que le principe du RAG, il est très simple. Plutôt que de dire, quand je pose une question à ChatGPT, ChatGPT, il va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il va utiliser, il va numériser, il va mettre sous forme de vecteur votre question, et puis il va passer dans sa matrice de calcul, paf, 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 il va recalculer les vecteurs en face, et puis il vous sort les mots avec le. Ce qui fait que si vous lui demandez le score du PSG hier, bah, il ne va pas savoir, parce que ce n'était pas dans l'entraînement. Non seulement il ne sait pas, donc il est un peu mauvais, mais en plus, ça lui prendrait beaucoup de temps, beaucoup de calculs. Alors que, finalement, vous demandez à Google, hein, vous faites Google Search, c'est quoi le score du PSG hier, bon, sauf qu'il n'a pas joué hier, mais il vous dirait, paf, c'était ça le score. Donc, on voit qu'il y avait moyen de faire mieux, il fallait juste faire un search. Et le RAG, en fait, c'est ce qu'il fait, en fait. C'est que le RAG, vous lui posez une question, avant de répondre à la question avec un modèle, en fait, il va faire un search, il va chercher des éléments de réponse dans sa base de connaissances, et il met les éléments de réponse dans sa base de connaissances, enfin, issus de sa base de connaissances, dans le prompt qu'il envoie ensuite à ChatGPT. Donc, en gros, vous lui posez la question, c'est quoi le score du PSG hier? Paf, Google Search, donne-moi les informations que tu as sur le PSG hier. Pouf, il sort les pages dans lesquelles il y a le score, et il envoie ça à ChatGPT, il dit, tiens, de tout ça, bah, réponds à ma question, c'était quoi le score hier? Et donc là, ça permet de répondre à la question en tenant compte de l'actualité. Et finalement, ça demande aussi moins de performance de la part du LLM. On a besoin d'un LLM qui est moins puissant, qui finalement, parce qu'il s'agit d'extraire de l'information dans un truc qui est donné dans un contexte très proche, quoi, identifié. Et donc là où je veux en venir, c'est que là, c'est un moyen, ce paradigme permet de réduire le besoin de richesse du LLM. Donc, on peut utiliser des plus petits LLM. On peut aller plus vite et moins cher, et voire utiliser même des LLM locaux, voire même sur un PC. Donc, c'est le premier paradigme qui permet de jouer en fait dans un compromis, et que la course à l'infini des modèles n'est pas toujours nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'avec un petit LLM, on fait tout ce qu'on veut, mais là, il y a de manière, je dirais, par le logique, par le paradigme, on arrive à faire des trucs assez incroyables. Et l'autre sujet dont vous avez évidemment entendu parler, ce sont les agents. Et les agents, donc ça rentre dans cette famille des paradigmes qui consomment des modèles de langage, et c'est une sorte de généralisation du RAG qu'on vient de voir, en disant, bah oui, ok, j'ai mon LLM, bon, il peut toujours s'appuyer sur une base de connaissances comme on l'a fait là tout à l'heure avec le score PSG, mais en plus, on va lui donner des outils. C'est-à-dire qu'on va lui donner on va lui permettre, on va lui dire, tiens, LLM, tu peux lancer une requête sur tel ou tel système d'information, tu peux lancer tel ou tel API, tu peux faire tel ou tel calcul. Par exemple, si vous demandez à un agent, calcule-moi 6 x 3, et ben, plutôt que de demander au LLM, enfin, le calcul de 6 x 3, il va dire, tiens, demande à la calculette de faire 6 x 3. Et donc, il va avoir un outil calculette, et qui sera déterministe, hein, qui ne sera pas de l'IA, mais qui sera appelé par de l'IA. Et donc, ça permet de décomposer les problèmes, et d'avoir, je dirais, deux classes de tâches qui vont être réalisées par l'IA. Des tâches où il y a le LLM, hein, qui va raisonner de manière chère, mais de manière aussi un peu aléatoire, avec le gros avantage, c'est la souplesse et la généricité de l'IA, et puis de lui adjoindre
des outils qui sont du code, qui sont des déterministes, donc qui sont des API, qui sont des bouts de machin déterministes, et donc de casser la complexité en morceaux, et donc potentiellement d'aller chercher des choses plus compliquées qu'un LLM ne saurait pas faire. Donc typiquement, là, on peut imaginer un agent qui peut prendre un ticket de train et qui va interagir avec l'API de la SNCF. Ah, bah, tiens, il y en a pas, je fais quoi? Bah, je recommande un autre. Et d'avoir cette là, un LLM serait infoutu de faire tout ça. Et donc, ces paradigmes voilà, arrivent à créer finalement cette abstraction, je dirais, au-dessus des LLM, ben, permet de faire une intelligence artificielle qui est plus robuste et qui est plus généralisable à différentes tâches. Donc là, bah, nous, on a développé notre propre outil qui permet de faire des agents. Alors, aujourd'hui, il y a plein de fournisseurs d'agents d'IA et d'agents de plateformes qui permettent de définir des agents. Hein. Et donc, nous, on a développé une, bah, ça nous permet, nous, de bien comprendre les choses, d'accélérer les use cases qu'on propose à nos clients. Et donc là, alors, on passe en mode accéléré, donc ça, c'est difficile à suivre, mais c'est moi qui ai demandé comme ça, hein, mais en gros, ce qu'on définit là, à gauche, là, ce qui est en train d'être déroulé, c'est qu'on va choisir, on va définir le modèle qu'on va utiliser, on va lui mettre le système prompt, on va lui mettre des outils, on va choisir des outils dans une bibliothèque d'outils, hein, des outils qui peuvent aller faire de la recherche sur Internet, des outils qui peuvent aller explorer des bases de données, des outils qui peuvent générer du markdown, des outils qui font du calcul, des outils qui font du code, etc. Et donc, tout ça, on met à disposition de l'agent une boîte à outils, on va sélectionner les outils, et en lui ayant mis un prompt au départ, eh ben, on va pouvoir après créer en quelques minutes, on peut créer des agents. Alors là je crois qu'on crée un agent qui, son objectif, c'est à partir d'un plan. Voilà, alors c'est un truc qu'on a fait, qu'on a présenté à l'ASNR, donc la sûreté nucléaire. Et l'idée, c'est à partir d'un plan, d'un document, qu'il aille développer ce plan en s'appuyant sur la base de connaissances de l'ASNR. Et donc là, on voit, en fait, là, ce qu'on voit là, dans le chronogramme, c'est les différents calls aux différents agents, donc aux différents appels, aux bases de connaissances, et qui vont être petit à petit agrégés dans le document qu'on est en train de construire. Bon, ça prend un certain temps, là, c'est accéléré, je crois que ça met 10 minutes, parce qu'il y a une orchestration comme ça d'appels successifs, avec parfois je relis, je corrige, je refais les transitions, etc. Voilà, je ferme la parenthèse, et tout ça, c'était pour faire un panorama accéléré de l'IA, des tools aujourd'hui. Alors, je vais très vite en partant de l'extrapolation linéaire jusqu'aux agents. Et pour aller maintenant à la question, finalement, donc aux deux questions, alors si je reviens juste en arrière rapidement, là, hop, et après j'accélère, hein, hop. Ah, à ce graphe-là, voilà, à ce graphe. Ah non, pas celui-là, celui-là vous connaissez, celui-là, donc à ce truc-là. Donc ça, c'est la synthèse du rapport. Vous n'avez pas besoin de lire le rapport, vous avez tout là. C'est ce qui est étonnant, voilà, il y a deux choses pour moi qui sont étonnantes. C'est c'est que le ratio de succès entre l'IA finalement générique et l'IA de l'entreprise, bah, il est en défaveur de l'entreprise. Et puis deuxième chose, c'est que j'ai un taux de succès de mon IA dans l'entreprise qui est très très faible. Hop. Et donc là, j'avance, je reprends le fil. Ferme la parenthèse, la présentation de l'IA, tac, je reprends le fil. Okay. Et hop, là je suis allé trop loin, donc générique ou custom. Donc ça c'est la première question, donc c'est le haut versus le bas. Donc on se dit, ouais, bon, l'avantage du générique, c'est bien, c'est que c'est pas cher. C'est gratos, donc c'est 20 balles. Simplicité de mise en œuvre, simplicité d'usage. Et de l'autre côté, si je fais du custom,
Bah oui, si je fais du custom, c'est parce que je vais prendre en compte le contexte de l'entreprise, je vais potentiellement avoir une capacité à apprendre, et puis je vais l'intégrer dans mon workflow. Donc on voit que les deux ont du sens, et les deux ont des avantages. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que dans ce résultat-là, évidemment, qui va contre notre métier, hein. Notre métier, c'est de faire de l'IA custom, hein. Mais je trouve que c'est intéressant, et on a eu le cas par quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est de la traduction. Donc on a rencontré par hasard une directrice de l'édition, maison d'édition, qui dit tiens, moi, mon sujet, c'est de faire la traduction de bouquins anglais vers des bouquins français. Aujourd'hui, j'ai besoin de 3 personnes pour faire ça. J'ai un traducteur, j'ai un éditeur et un correcteur. Et ils ont chacun une fonction, et puis j'ai une sorte de pipeline entre mon bouquin au départ et mon bouquin à l'arrivée. Je dis ok, ouais, ça me semble intéressant ton affaire, je suis sûr que je peux faire quelque chose. Et parce qu'évidemment, ça coûte cher. Et donc aujourd'hui, ils m'ont pas attendu, hein. Ils ont fait DeepL, ils ont mis les bouquins dans DeepL, paf, et bah oui, je m'aperçois qu'avec DeepL, ça fonctionne bien. Ça élimine pas le besoin d'avoir 2 personnes dans la ligne, qui n'ont pas forcément exactement le même contour que les 2 personnes aujourd'hui, hein. C'est pas un remplacement one-to-one, donc ça modifie un peu le processus. Mais bah oui, ça fait des économies quand même. Et puis, mais j'ai dit, ouais, mais DeepL, c'est sympa, mais c'est pas custom. Et si tu fais ton projet custom, on va prendre les bouquins que tu as déjà traduits, on va regarder, je vais travailler avec un peu le technicien qui a fait une thèse de Normal Sup, tout ça, tu vas voir, on va faire un truc aux petits oignons. Bon, évidemment, le truc, il coûte un peu plus cher que DeepL. Mais à l'arrivée, bon, on n'est pas arrivé, parce qu'elle a arrêté avant, parce que pas besoin de dire, elle a arrêté avant. Et à l'arrivée, mais ce qu'on se dit, c'est que avec ce custom IA, on ne va pas réussir à enlever 2 personnes. Hein, et en fait, ils ont fait des tests avec Google Research. Ils ne sont pas arrivés à supprimer une personne de plus. Donc, ok, on arrive à faire mieux avec du custom, mais on n'arrive pas fondamentalement à changer l'équation économique de la traduction. Et donc la conclusion rationnelle, intelligente à ce sujet-là, qui allait contre notre intérêt, c'était de dire, je prends le custom. C'est beaucoup plus, je prends le non custom, je prends le générique. Ça marche aussi bien. Et puis c'est pas cher. Premier exemple. Deuxième exemple, là, on a fait, c'est une mission là qu'on a fait pour une société qui est interbancaire. On a fait un RAG. On a fait un RAG, c'était sur les prêts à taux zéro, donc on fait un RAG, donc on fait un truc custom, ça marche bien, là, c'est joli. Mais bon, au final, oui, tu mets en place un truc custom, il faut l'opérer, il faut le gérer, donc ça coûte de l'argent. Et en termes de ROI, ils ont dit, ChatGPT, c'est vachement mieux. Ça coûte pas cher et c'est un peu moins bien, mais c'est plus simple. C'est plus simple à gérer, c'est plus simple à faire évoluer. Donc ça, c'est un autre cas. Un autre cas qu'on a eu, c'est sur une problématique à la banque. On a fait un modèle pour accéder à des bases de données. On a dit, OK, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, au lieu de prendre un chat GPT et puis on prompt sur ton truc, on va prendre un modèle open source. Donc, on prend un truc sur Hugging Face, qui est fatalement moins bien en termes de performance que ChatGPT. Et puis, on va faire du training. Donc, on met 3 mois, on fait le modèle de données, on fait tout ça, on fait du training. On arrive au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, on a un truc qui marche à peu près bien, qui marche mieux en tout cas que le truc au départ. Ben oui, mais enfin, au bout de 3 mois, les autres gars, ChatGPT, lui aussi, il a avancé. Il a avancé et finalement, il est au moins aussi bon. Finalement, dans ce temps-là, il a avancé plus que nous, ou autant que nous. Mais surtout, si on se projette, on a duré à l'infini. Je veux dire, on ne va pas continuellement faire du training sur des modèles open source. Et donc là aussi, la raison, elle est de dire, faisons du générique et pas de custom. Voilà. Donc j'avance un petit peu parce que je veux pas, parce qu'il faut que je garde un peu de place pour les questions. Donc je passe un peu. Alors l'autre point qui est clé sur le, donc si on fait la synthèse sur ce point-là, c'est ce qui me semble intéressant,
même si ça va contre notre métier, hein, qui est de faire du custom. Mais c'est intéressant, quand on fait un projet d'IA, hein, c'est la question, est-ce que c'est intéressant de faire de l'IA, hein, il y a plein de cas où il ne faut pas en faire, hein, il ne faut surtout pas en faire. Et puis deux, est-ce que l'IA générique, ça ne répond pas bien au problème? Et souvent, parfois, ça répond très bien au problème. Et donc, il ne faut pas le faire. Donc, il faut passer le projet à cette question-là. Alors là, j'attaque maintenant la deuxième question, c'est finalement comment ça se fait que l'IA custom baisse, enfin en tout cas n'a pas un bon success rate. Souvent parce que je dirais, c'est une approche qui n'est pas outcome based. Alors, outcome au sens, à quoi ça sert ton machin, quoi. Pourquoi tu as fait ça? Parce que faire des POC où je teste techniquement des trucs, l'IA, c'est dingue, ça marche vachement bien. En fait, il ne faut pas faire de POC pour dire est-ce que ça marche, parce que l'IA, ça marche vachement bien. La question, c'est est-ce que c'est utile? Donc, il faut vraiment partir de la question du business, en quoi c'est utile. Et parce que souvent, finalement, on arrive au truc, ça marche, ok, techniquement ça marche, mais en fait, c'est pas utile. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre à plat les processus, stage 1, stage 2, stage 3, identifier les use cases, voir combien est en jeu, et c'est là on peut faire vraiment une orientation outcome et avoir un business utile. Après, il y a une question d'organisation. Où on met les compétences, qui pilote les sujets d'IA, qui s'assure de la cohérence des projets, qui factorise les services Core IA. Donc, on voit qu'il y a plein de choses qu'il faut factoriser. C'est-à-dire que surtout dans les grandes maisons, hein, comme Generali ou comme les grandes banques, il faut centraliser des trucs, il faut centraliser des services. Hein, et tout à l'heure, on aura une présentation d'OVH, mais quelque part, les grandes institutions, elles sont elles-mêmes leurs propres service providers. Donc, elles ont leur API interne de services. Et donc, il faut qu'il y ait des structures qui créent des services d'IA à destination des métiers. Il faut que les métiers pilotent les use cases. Donc, il y a une réflexion à avoir, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du nombre de use cases à développer, etc. Mais il y a une structuration à faire de manière à ce qu'il y ait un certain nombre de sujets qui soient communalisés, et qui soient industrialisés, qui soient pensés de manière efficace, je dirais, en termes techniques, en termes énergétiques, et d'avoir une offre, je dirais, de services complète, ou la plus complète possible, interne. Et puis après, des gens qui sont orientés métiers, qui sont très très proches des métiers, et pour lesquels j'ai fait une abstraction au maximum de la technologie, et j'offre des services de manière à ce que mes use cases puissent consommer ces services le plus simplement possible, et pour rendre un service, je dirais, opérationnel très vite. Bon, après, là, c'est un peu la pub pour nous, hein, c'est que, mais ça, je m'appuie complètement sur le rapport, c'est qu'il y a un rapport 2 entre ceux qui sont aidés et pas aidés. Et je pense que c'est pas tellement que les gars qui aident, ils sont meilleurs, c'est que les gars qui aident, ils sont dehors. Et donc les gars qui aident, ils sont dehors, ils voient des trucs que les gens qui sont dedans ne voient pas. Donc ça, c'est sûr que ça aide au projet. Et je reviendrai dessus, mais les agents IA dont on parle beaucoup, c'est vrai que conceptuellement, c'est juste, je dirais, une modélisation ou une structuration, une abstraction qui est apportée, mais ça transforme ce que l'IA peut faire dans les organisations. Et donc ça va être un facteur clé de l'adoption de l'IA dans l'entreprise. Je ne reviens pas dessus, blablabla. Take away. Donc voilà, en trois mots, il faut faire, même si c'est plus l'air du temps, il faut faire du en même temps. Il faut penser globalement avec une vision qui est guidée par les enjeux, mais en même temps être capable d'agir localement, c'est-à-dire localement proche des métiers, vite, de manière pragmatique, itérative. Il faut structurer une démarche en modèle en couche, mais pareil, il faut développer des cas d'usage au plus près et penser l'IA comme un logiciel. Quelque part, l'IA, c'est un outil, et il faut le penser comme un logiciel. Il y a une conception logicielle, on fait un truc, on a en tête des utilisateurs. Avant qu'il y ait l'IA, on n'arrêtait pas de parler, il faut faire du UX, il faut introduire l'utilisateur le plus dans la boucle. L'IA apparaît, pouf, l'utilisateur disparaît.
Et donc, il faut penser avec l'utilisateur. Et finalement, une des causes du succès de l'IA générique par rapport à l'IA custom, c'est que l'IA custom a eu tendance à pousser l'utilisateur en dehors de l'IA. Voilà, je ferme la présentation pour être dans les temps et je vais laisser mes camarades me poser des questions. On va laisser aussi aux personnes à distance le temps de poser quelques questions, parce que pour l'instant, les questions à distance, c'est un peu vide. Donc, si vous pouviez juste… Ça, il y a double interprétation, là. J'ai assommé tout le monde. Alors, bon, moi, je vais commencer quand même par une question, effectivement, qui est liée à notre thème du jour, sobriété numérique. Donc, utiliser du custom ou du générique. Bon, le générique, il a quand même un coût. Donc, ça veut dire, effectivement, on en revient toujours à la question initiale, qui est, on utilise du générique que quand on en a vraiment besoin. On est bien d'accord? Oui, alors on utilise l'IA que quand on en a vraiment besoin et on fait du custom que quand on en a vraiment besoin. Dans les deux cas, on sélectionne les projets, on se pose des questions. Alors, dans les organisations pour lesquelles tu interviens, est-ce que tu as constaté effectivement que ces projets d'IA, ils étaient plutôt générés parce que c'était bien ou parce que globalement, ça répondait à un besoin? Je dirais qu'il y a vraiment une évolution, hein, parce que nous, on a commencé, je dirais, un peu avant l'explosion de l'IA. Donc, on a vu un changement de paradigme à l'intérieur de l'entreprise. Hein. On a vu, d'abord, aujourd'hui, enfin, quand je suis arrivé, on était 2. Aujourd'hui, on est je ne sais pas combien on est, mais on est au moins de 200, quoi, hein. Donc, il y a un changement de maturité. Je pense qu'il y a eu au départ, il y a eu beaucoup de je ne sais pas très bien comment m'organiser, je ne sais pas très bien comment faire, mais apprenons en marchant, allons-y. Je lance des projets, je lance des idées, allons-y, et puis on verra bien. Et puis petit à petit, ça se structure. Petit à petit, on a un service qui est transverse et qui va mettre en place, je dirais, une sorte d'offre cloud interne sur de l'IA avec un LLM as a service interne. Et demain, pourquoi pas un RAG as a service interne, et puis pourquoi pas après-demain, un agent as a service interne. Donc les choses se sont structurées, ont beaucoup évolué. Et je dirais qu'il y a une maturité qui avance très vite, hein. En 2 ans et demi, on a complètement changé. Alors, j'ai une question. On a une question en ligne et puis je vais la compléter puisque donc dans tes expériences, est-ce que les personnes avec lesquelles tu travailles maintenant se préoccupent un petit peu de la consommation des modèles? Et à distance, on nous pose la question, est-ce qu'il y a des évaluations à peu près fiables de la consommation de ces modèles, Hugging Face, etc. Alors là, je réserve ma réponse. Moi, je m'en suis pas préoccupé. J'avoue, honnêtement, je m'en suis pas préoccupé. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que le nombre de paramètres d'un modèle est déterminant sur sa consommation, en fait, hein. Le nombre d'opérations qui va être fait est proportionnel au nombre de paramètres. Donc, alors, ce qui est vertueux, c'est que comme les prix augmentent en fonction de la taille des modèles, comme le temps aussi augmente en fonction de la taille des modèles, il y a une force de rappel vers des petits modèles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certes une course aux gros modèles, mais on sent qu'il y a une force de rappel, indépendamment de considérations écologiques, mais pour les considérations de performance et les considérations économiques, qui tirent aussi vers les petits. Et donc, il y a beaucoup d'innovations sur les petits modèles et beaucoup d'innovations sur les gros modèles. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes, je dirais, les évolutions de paradigme, ce sont des choses qui permettent de faire des trucs hyper intelligents, hyper beaux, hyper puissants avec des petits modèles. Alors là, là, on est plutôt sur du custom, mais si on reste sur du générique, donc Ouais. on parle plutôt des gros modèles, les petits modèles. Non, il y a des petits modèles, qui sont génériques, enfin, qui peuvent être
appelés par des API, très simplement. D'accord. Donc, on a les deux. Ouais, Et donc, si tu devais en citer un ou deux, bah, tu as Mistral, hein, qui est notre champion français, hein, qui est une belle référence. Et les Chinois, hein, qui, dans le domaine de l'open source, sont très forts. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup, donc il faut suivre. Et puis, il y a des grands historiques américains. Il y a IBM, hein, qui est aussi, on associe assez peu à l'IA, mais qui est assez actif, notamment sur les petits modèles. Microsoft aussi, qui avait des jolis petits modèles. Donc, voilà, c'est une grande activité sur les petits et les gros. Et donc, il y a une autre question qui a été posée sur la partie générique par rapport à la confidentialité des données, puisque les entreprises avec lesquelles tu travailles, j'imagine, ont quand même cette préoccupation aussi. Comment ça se passe en général? Donc, s'ils prennent des gros modèles ou des modèles génériques, ils les utilisent dans une instance à part. Comment ça fonctionne en général? Oui, alors c'est vrai que c'est le grand sujet, hein. C'est-à-dire que les institutions, grandes institutions bancaires, bah, elles font attention à leurs données. Elles ont construit tout leur système d'information autour de la maîtrise de leurs données et de leur environnement technique. Et donc là, elles sont un peu tentées de passer, je dirais, dans un modèle un peu cloud. Et puis, il y a Microsoft qui arrive, hein, avec ChatGPT, qui fait des instances semi-privatives, etc. Donc, on va vers une hybridation, je dirais, je pense avec la coupure qu'on avait, qui était franche, il risque d'avoir un peu de porosité. Bon, après, ce sera à chacun de déterminer le degré de porosité qu'on veut bien allouer. Et puis, il y a une autre cause de porosité, c'est que en fait, on voit que les grands logiciels, les grands éditeurs de services, finalement, vont tirer leur services. Ils avaient souvent des offres on-premise et des offres dans le cloud. Et ils essayaient d'amener leurs clients vers le cloud. Et là, c'est vrai que ça leur fait un argument supplémentaire, parce qu'en fait, ils vont intégrer complètement leur offre logicielle dans un mode SaaS avec leur modèle d'IA. Et ce qui fait que il va y avoir un décalage de plus en plus fort entre les modèles on-premise et les modèles dans le cloud. Et donc, il y aura un arbitrage encore plus délicat à faire par les entreprises. Je crois qu'on n'est pas très loin de la fin. Il y a peut-être une dernière question alors je vais peut-être la formuler de façon un tout petit peu différente. C'est vrai que dans une entreprise, on a parlé tout à l'heure de challenger les besoins. Donc, challenger les besoins, ça suppose d'impliquer pas mal les métiers. Mais par ailleurs, il faut aussi impliquer la DSI. Qu'est-ce que prendre des modèles, ça suppose aussi d'avoir un certain nombre de connaissances. Donc, comment on arrive à bien arbitrer d'une certaine manière entre ces modèles généralistes, ces modèles custom, et avec quels interlocuteurs sont pertinents pour ça, finalement? Pour moi, le premier driver, ça va être le driver économique. Donc, le premier driver, c'est de mettre l'équation économique et donc de mettre le processus sur la table et de dire, tiens, l'IA là-dedans, elle fait quoi? Et qu'est-ce qu'elle me permet de faire et que je n'avais pas avant? Et c'est là où on va détecter les sujets intéressants. Et alors que si on part de la technique ou si on part des utilisateurs, trouver des use cases en IA, c'est très facile. On trouve 1000 use cases. Et si on a envie de faire des trucs jolis, on les trouve très, très facilement. Ce qui est difficile, mais ce qui fait qu'au bout d'un an, pouf, on dit, OK, j'ai fait le truc, mais est-ce que c'est utile? Bon, pas tant que ça. Et donc, et souvent, enfin, déjà, le projet en lui-même n'apporte pas de réponse à son utilité, parce que l'utilité, on pouvait l'écrire dès le départ, avant même d'avoir commencé le projet. Et là, je dirais qu'on a une maturité où on n'a plus besoin de dire, OK, l'IA, c'est super, ça fait des trucs incroyables. Posons-nous la question, à quoi ça sert? Et donc, typiquement, l'exemple que j'avais sur les bouquins, bah, moi, je trouve que c'est un bel exemple de maturité technologique et de compréhension de à quoi ça sert.
Merci beaucoup Yves pour cette présentation très complète. Et puis j'espère qu'à distance, vous aurez profité de cette intervention.